Donc, merci à tous ceux qui sont là et qui sont venus à cette table ronde qui sera consacrée à cette question. Comment est-ce qu'on obtient des données probantes, éthiques, issues de la recherche? Et plus vraisemblablement, est-ce que c'est possible qu'on ait des données qui soient plus probantes quand elles sont moins éthiques? Est-ce qu'au contraire, il n'existe pas de données probantes si elles ne sont pas éthiques? Est-ce que l'éthique garantit quelque chose dans la méthodologie? Pour parler avec nous de tout ça aujourd'hui, on a à nouveau, si vous étiez là à la table ronde précédente, Hervé Maisonneuve, qui était médecin de santé publique, spécialiste de rédaction et d'intégrité scientifique, qui a participé aux agences qui ont précédé la Haute Autorité de Santé et qui a développé les concepts des niveaux de preuve scientifiques donc dans le monde de la santé. Donc c'est cette partie-là qui peut être très intéressante. Nous aurons Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne, qui étudie la fréquence et les causes du cancer, qui a participé à beaucoup de projets de recherche clinique et qui aide à l'heure actuelle des associations de patients qui font face à des problèmes de sécurité des médicaments. C'est bien ça. Et puis enfin, Luc Decher, maître de conférences et praticien hospitalier au CHU de Lille, épidémiologiste, spécialiste des questions de santé liées à l'environnement et notamment aux diverses pollutions. C'est bien ça. Très bien. Merci à tous les trois d'être là pour débattre de ça avec nous. Donc, je pense qu'on va tout d'abord commencer. Quand on parle des données probantes, de quoi est-ce qu'on parle déjà? Il y a les données probantes et puis il y a l'éthique. Tout d'abord, c'est quoi une donnée qu'on considère comme probante? Qu'est-ce que c'est une donnée probante en sciences? Oui, bonjour, merci. Il faudrait d'abord se rendre compte que le terme lui-même probante n'est pas compris par tous les domaines scientifiques. Quand on parle des physiciens ou d'autres choses, ils voient différemment. Probante, ça veut dire preuve, factuelle, et tout le monde peut avoir des divergences sur cette question de données probantes. De toute façon, la donnée probante, c'est une méthode explicite, une qualité du travail, potentiellement, mais ça n'existe pas souvent, une reproductibilité, et bien sûr, obligatoirement éthique, on va en reparler. Les données probantes sont peu utilisées par les dirigeants et par les décideurs, et il y a eu un énorme travail après Covid, une commission mondiale sur les données probantes, qui a fait un rapport en 7 langues, y compris l'arabe, le chinois, plusieurs rapports. Comment des données probantes sont générées et comment pourraient-elles utilisées par les décideurs. Je vous engage à aller voir ça, qui est assez difficile à lire et qui a eu peu d'audience en France, mais pas du tout. Tandis que dans certains pays, des universités s'y sont mis. Alors j'en ai fait une synthèse dans le dernier numéro de Sciences et Pseudosciences, mais moi je l'ai vu du côté médical. Alors du côté médical, je vais vous parler de la comparaison, du prospectif, de beaucoup de choses que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça pour arriver à la preuve, à des niveaux de preuve, à des tas de choses. Le message est qu'il ne faut pas, comme l'ont été certains de mes confrères et comme je l'ai été quand j'étais plus jeune, penser qu'en dehors de l'essai randomisé contrôlé, de la comparaison et de compagnie, il n'existe pas de données probantes. Il ne faut pas rester sur ce dogme imposé par certains domaines. Des études qualitatives qui vont explorer peuvent arriver à des données, même si on n'emploie pas obligatoirement le terme de données probantes, des données de qualité qui vont pouvoir servir, des modélisations. Donc mon message, c'est qu'en fonction des domaines scientifiques, on ne parle pas de la même chose et qu'il y a une multiplicité de méthodes, mais je vais vous laisser continuer la controverse. Alors, sur un micro là, il n'y aura peut-être pas de controverse. Alors, qu'est-ce que c'est une donnée probante? C'est une donnée qui vous convainc, en fait. Il faut être convaincu. Et c'est vrai que dans le monde de la recherche clinique, les cliniciens avec qui j'ai travaillé, on leur a appris, on les a élevés avec l'idée qu'il fallait avoir des petits p inférieurs à 5%, des tests statistiquement significatifs, que si on pouvait faire des essais randomisés avec deux groupes, un groupe traité par le traitement standard, un groupe traité par le traitement expérimental, c'était ce qu'il y avait de mieux, que les études observationnelles, ce n'était pas terrible, et surtout que si c'était rétrospectif, ce serait bien pire que prospectif. J'ai fait des cours sur la méthodologie de la recherche clinique, et je disais, la seule chose que vous avez sorti de mon cours, c'est que rétrospectif, ce n'est pas forcément mal,
et que, en fait, toute la surveillance des médicaments sur le marché, et en particulier les traitements, les effets nocifs des médicaments chez les femmes enceintes, ne peuvent s'étudier que de façon rétrospective et observationnelle, et qu'on arrive très bien à faire des études, qu'ils viennent de publier un travail sur les effets des traitements des progestagènes en l'androcure qui ont été utilisés à tort comme contraceptifs, mais qui en fait étaient des traitements contre l'hirsutisme qui auraient dû être utilisés sur très peu de femmes, parce que des femmes à barbe, il n'y en a pas tant que ça, et que ça donne des méningiomes, et le risque de méningiome, l'étude observationnelle rétrospective sur les bases de données de l'assurance maladie qui compare les risques qui a pris des méningiomes et des témoins et a regardé quel traitement ils ont eu et a montré que l'androcure multiplié par 19 le risque de méningiome. Quand un risque est multiplié par 19, on n'a pas besoin de faire une étude comparative, randomisée, prospective. Ce genre de données rétrospectives observationnelles sur les bases de données de l'assurance maladie sont hyper convaincantes. Donc, ça dépend de ce qu'on veut étudier. Si on veut étudier des améliorations du traitement du cancer du sein chez les petits cancers du sein opérables d'emblée, les bénéfices sont par petites étapes, et donc il faut faire des grandes études avec beaucoup de sujets très bien contrôlés, avec des groupes témoins tirés au sort et tout, mais c'est pas général, ça dépend entièrement du problème. On parle beaucoup là du coup des différents types d'études, des prospectives, des rétrospectives, des comptes placebo. Luc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé assez court, Ramine, des différents types d'études, et du coup, c'est quoi une donnée probante qui va être dans ces différents types d'études, parce qu'on parle de choses très différentes là quand même les unes des autres. Oui, alors je ferai grossièrement entre 3 grands types d'études qui ont des intérêts méthodologiques différents et qui posent des problématiques différents aussi. Le premier type d'étude, ça va être l'étude expérimentale. Par exemple, on va traiter un traitement contre placebo. Et donc, effectivement, c'est théoriquement le meilleur niveau de preuve, mais on ne peut pas tout faire avec ça. Et ça n'est pas il n'y a pas que ça qui est intéressant. Et c'est aussi, on va parler d'éthique, c'est aussi un cas où il y a forcément un consentement qui est donné par la personne et une information qui est donnée. Le deuxième type d'information qu'on va avoir en tant qu'épidémiologiste, ça va être quand les personnes vont nous donner des informations. On fait remplir un questionnaire, on fait une prise de sang, on fait un prélèvement biologique. Donc là, on reste dans l'observationnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas tester l'effet d'un traitement, on va juste, par exemple, comparer, regarder l'observationnel. C'est comme ça qu'on voit que les gens qui fument ont plus de cancer. On n'a jamais fait de l'interventionnel, on tire au sort des gens, les obligeant à fumer, en interdisant d'autres à ne pas fumer. Donc, on se contente d'observer. Et, et quand on a des observations qui sont concordantes, au bout d'un moment, on dit « bah oui, le tabac, ça donne le cancer ». Donc c'est ce type d'info, ça vient de cohorte, on a demandé aux gens s'ils fumaient, et là encore, on donne, comme on demande aux gens des informations, on les voit, on leur demande leur consentement. Alors aujourd'hui, en fonction du risque, c'est soit un consentement, soit une opposition, mais en tout cas, si vous participez à ce type d'études, vous êtes informé que vous y participez. Et puis il y a le troisième type de données qui sont la réutilisation de données qui ont été collectées pour autre chose, donc en particulier le SNDS, où il y a les données de sécurité sociale, les données d'hospitalisation, les données de cause de mortalité. Et là, on utilise vos données sans avoir pu demander le consentement à tout le monde, puisqu'on n'a pas pu aller voir tout le monde en face à face pour leur demander le consentement. Donc il y a un principe. Donc il y a un principe de. Donc il n'y a pas de danger évidemment pour la personne individuellement. Il y a des protections à faire pour les données qui sont utilisées, qui sont anonymisées, mais malgré tout, bien qu'elles soient anonymisées, il faut un contrôle très, très rigoureux. Il y a un contrôle très rigoureux pour accéder à ces données. Et là, c'est un principe de non-opposition, simplement un principe de non-opposition. Et la plupart des gens, on utilise leurs données sans forcément qu'ils soient au courant, parce que tout le monde n'est pas au courant, même si ce n'est pas secret et qu'évidemment, c'est public. Alors, avec la question justement des consentements, on rentre de plein pied dans la question de l'éthique. Là, le titre, c'est « Comment est-ce qu'on obtient des données probantes éthiques ?» Est-ce que ça veut dire quelque chose, une donnée qui est éthique ? Est-ce qu'en soi-même, c'est une donnée c'est un concept qui fait sens, une donnée éthique, ou est-ce qu'une donnée, c'est quelque chose qui est neutre, et l'éthique, c'est ailleurs ? Catherine, peut-être. Moi, je pense que la donnée, c'est juste un fait, une observation.
Et je ne vois pas très bien comment ça pourrait être éthique ou pas éthique. Ce qui n'est pas éthique, c'est la façon dont on l'a obtenu. Donc, c'est le protocole, en fait. Et ça, c'est très vaste parce qu'il y a beaucoup de façons de faire des choses pas éthiques. Et en particulier, faire de la mauvaise recherche, on peut considérer que ce n'est pas éthique. Ou ne pas publier ses résultats n'est pas éthique. Parce que ça ne sert à rien. Si vous avez utiliser des sujets comme cobaye et finalement le résultat ne vous a paru pas intéressant et vous ne l'avez pas publié, cette étude n'a servi à rien. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Et j'ai vu un papier récemment qui montrait que la moitié des études académiques en France de recherche clinique avaient seulement été publiées. 26% pour les PHRC de la PHP. Oui, c'est épouvantable. Donc, 26% publiés, pardon. Oui. 75% non publiés. Oui, j'entends bien. C'est catastrophique. Donc, normalement, si quelqu'un se prête à une recherche et participe en tant que cobaye, c'est dans l'intérêt de la science. Et l'intérêt de la science, c'est pas que les résultats disparaissent dans un trou noir. Luc, quelque chose à ajouter sur ça? Oui, non, effectivement, si la donnée, il y a deux choses. Il y a l'amont, c'est comme dit Catherine, il y a l'amont et il y a l'aval. En amont, c'est la donnée, c'est la façon dont on l'a collectée. Effectivement, si on n'a pas respecté les protocoles de recherche et dans le respect des protocoles, dans le respect de l'éthique et aussi le respect de la méthodologie, c'est-à-dire que quand on soumet un dossier au comité de protection des personnes, il faut s'assurer que les personnes soient bien informées, que le risque soit, qu'il n'y ait pas de risque pour la personne, mais également que la méthodologie soit correcte. Parce que si on construit quelque chose avec une méthodologie pas correcte, on aura un résultat qui n'est pas correct, on trompe la confiance des gens. Et puis en aval, évidemment, il faut l'analyser correctement, ces données, et les publier. Moi, je me pose la question volontairement. Si une donnée a été collectée de façon non éthique, doit-on l'acheter ou a-t-elle une valeur? Ah, ça, c'est une bonne question, effectivement. Mais oui. Je pense que si on a besoin de la réponse à la question, on va s'en servir. Et oui, c'est la réponse. Il y a un élément de réponse aujourd'hui, c'est que si on n'a pas, si on n'est pas passé devant les fourches codines, des CPP, déclaré dans le clinical trial et respecter toutes les règles, on ne peut pas publier, en tout cas dans les revues qui sont dignes de ce nom. Oui, mais on peut mentir. On peut mentir. Là, on rajoute de la fraude sur de la fraude sur de la fraude. Si on vérifie pas, théoriquement. Donc c'est un frein. L'avantage, c'est que ça force à respecter les règles d'éthique en théorie. Après, c'est vrai que quand il y a une donnée qui est là et qui n'a pas été collectée de manière éthique, mais qui est probante, le principe, je pense que c'est de ne pas en tout cas de ne pas valoriser cette donnée pour le chercheur qui l'a publiée, qui l'a fait. Est-ce qu'on peut en faire autre chose collectivement? C'est plus complexe. Les journaux scientifiques sont très laxistes sur le contrôle de cette question, ont-elles été collectées de façon éthique ou pas éthique, pour une bonne raison que c'est virtuellement impossible à contrôler, étant donné que les lois ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Donc un rédacteur, il est complètement paumé et il laisse passer. C'est très bien, vous me faites une super transition parce qu'on va maintenant parler des cadres, justement. Et cette question, puisqu'on se posait la question du cadre méthodologique, parfois c'est la méthode qui n'est pas bonne et qui n'est pas éthique. Est-ce que le cadre méthodologique est quelque chose qui garantit l'éthique? Est-ce que lorsqu'on a un bon cadre méthodologique, on a quelque chose qui est éthique? Et inversement, est-ce que l'éthique est toujours mise à mal quand on a une méthodologie qui est mauvaise, finalement? Est-ce que les deux marchent vraiment de concert ou est-ce qu'on est sur deux choses qui sont séparées? Ouais. Si c'est pas scientifique, c'est pas éthique parce que ça, c'est du gâchis. On va embêter les gens, ça va coûter de l'argent et ça va pas produire une information exploitable. Donc, franchement, si c'est pas scientifique, c'est pas éthique. Maintenant, après ça, il y a tellement de règles, c'est devenu tellement formalisé que moi, je fais partie d'un comité de protection des personnes, donc j'ai déjà mis des projets. Et quelquefois, on se demande, on n'est pas d'accord entre nous pour savoir si c'est considéré comme une recherche interventionnelle ou si c'est juste une observation. Si on fait remplir des questionnaires à des gens, et s'ils ont bien voulu remplir le questionnaire, est-ce qu'il fallait en plus leur demander un consentement pour avoir rempli le questionnaire qu'ils ont rempli ou si on a zappé cet épisode-là, finalement,
si c'était pour savoir s'ils étaient contents de leur trajet de train, on ne se poserait pas cette question. Donc finalement, si c'est pour leur demander s'ils sont contents de l'accueil à l'hôpital, ce n'est pas de la recherche médicale. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est devenu tellement lourd et compliqué, tout ce processus, que je pense qu'on exagère aussi quelquefois et que ce n'est pas la peine. On pourrait éliminer des trucs, toutes les choses où les gens simplement répondent à des questions. S'ils ont répondu, c'est qu'ils étaient d'accord pour répondre. Point. Oui. Alors je pense, effectivement, comme l'a dit Catherine, si c'est pas scientifique, c'est pas éthique. Mais par contre, ça peut être théoriquement ne pas être éthique et être scientifique. Voilà. Théoriquement, si on faisait comme avec les souris dont Catherine a parlé hier, et qu'on prenait 50 personnes, qu'on les expose, qu'on les découpe en morceaux, on pourrait peut-être avoir des résultats probants. Mais c'est heureusement pas éthique et on ne peut pas le faire. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en général, que l'éthique et la rigueur et la méthodologie vont en même temps. C'est-à-dire que quand un travail n'a pas été réalisé dans les conditions éthiques et ne respecte pas les règles éthiques, en général, il ne respecte pas non plus les règles méthodologiques parce que ça va de pair. Et en même temps, la contrainte éthique fait aussi que ça oblige les chercheurs, comme on est obligé de passer devant un CPP, on est obligé de vérifier la méthodologie. Et ça oblige à améliorer la méthodologie. Donc, de fait, l'éthique, elle est corrélée à la méthodologie. C'est-à-dire que les gens qui font correctement de l'éthique, un protocole qui est éthique et aussi méthodologique. Ça, hein. Voilà. La méthodologie est très balisée, en fait. Et donc, si vous voulez publier une étude d'un certain type, une étude de cohorte, une étude pronostique, une étude diagnostique, un essai thérapeutique, les grands journaux ont maintenant des règles pour la publication. Donc, quand j'enseignais la méthodologie, je montrais aux étudiants, il ne faut pas qu'on ne réinvente pas la roue de la méthodologie tous les jours. On décide la question qu'on veut se poser, quelle est la méthode la plus adaptée. La méthode est déjà balisée et on regarde les questions auxquelles on aura à répondre quand on voudra publier les résultats, avant, quand on est en train de réfléchir à la conception du projet, et on voit qu'il va falloir faire ça, ça, ça et ça, et donc ça fait un bon guide, et donc toute cette méthodologie, elle existe, elle est sur la table, c'est facile à comprendre, c'est des anti-sèches d'une page ou deux ou trois, c'est pas la fin du monde, et ça c'est très important et très, très intéressant. Je voulais en voir un petit peu plus parce que là, on a parlé des comités de protection des personnes. On a certains ici qui se souviennent, lors de la crise Covid, des menaces contre certains chercheurs qui allaient prendre un nouveau Nuremberg dans la tête. Donc, je voulais savoir un petit peu le cadre légal, les grands principes légaux. On entend parler des conventions de Nuremberg, on entend parler de la convention d'Helsinki. Le cadre légal pour les essais comme ça, dans les domaines de la recherche humaine et animale, si vous connaissez un petit peu, c'est quoi et de quand ça date? Quand est-ce qu'on a commencé à se dire il faut vraiment des cadres? C'est Nuremberg, sûrement. C'est après Nuremberg, après le procès de Nuremberg. Il y a aussi il y a eu des rapports américains. Et en fait, la première version d'Helsinki doit être de 1963, hein, si je ne me trompe. Anne le sait peut-être. Ah, 64. Voilà, merci Anne. 1964, et elle a été révisée. Et elle a été augmentée. La dernière doit être de 2013 ou la dernière révision, je ne suis pas sûr. Hein. Donc, il y a tout le cadre d'Helsinki qui ensuite a été décliné dans les disciplines et dans les comités d'éthique, dans les guides d'éthique, dans les journaux. Tout le monde est parti d'Helsinki et elle a décliné sous différents noms. Alors, le cadre d'Helsinki, qu'est-ce que ça dit très, très, en 2 mots pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Alors, comment le résumer? Ça dit d'abord, c'est marqué dans Helsinki, mais Anne va le savoir mieux que moi. Dans Helsinki, il y a marqué que tous les résultats de recherche devraient être publiés. C'est marqué dans Helsinki. Ça date de 1964, hein, d'accord, hein? Anne, tu sais, l'ordre dit tout ce qu'il y a dans les comités d'éthique, hein, dans Helsinki. Moi, je l'ai un peu en tête, mais de façon, non. Bon, en tout cas, c'est bien. Si. C'est bien. Anne, elle la connaît par cœur. C'est hein? bien. Anne, tu peux venir. Oui, parce que c'est balisé. Je Nous avons ne l'ai pas relu récemment, mais voilà. Non, il y a On va faire simple, pas dire tout quand même. Il me semble que les points importants, Présente-toi. oui, c'est consentement Oui. et c'est
comité d'éthique indépendant qui va examiner le protocole. C'est les 2 points, je dirais. De fond. Voilà, information, consentement et une vision extérieure qui va regarder que ce soit scientifiquement probant et que ça respecte un certain nombre de principes, donc, et que ce soit surtout indépendant des gens qui font la recherche. D'ailleurs, Consentement éclairé, oui. Libre et éclairé. Et il y a une trentaine d'articles dans la Convention. d'ailleurs, il y a Voilà. D'ailleurs, il y a un problème relativement récent, c'est que maintenant, l'évaluation de la partie scientifique est attribuée à l'Agence du médicament, la NSM, Oui. l'Agence nationale pour la santé. Lorsqu'on est sur les essais pour l'humain. Donc, oui, pour les essais pour l'humain, et le CPP est seulement chargé de regarder. Enfin, on peut donner notre avis sur la méthodologie, mais en fait, on la renvoie à l'agence qui serait censée s'être aperçue du problème qu'ils ont souvent pas vu. Et donc, c'est moi qui suis méthodologiste et qui suis dans un CPP, je me trouve souvent à dire, mais nom d'un chien, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce protocole. Ce n'est pas du ressort du CPP qui doit s'occuper du consentement et de la note d'information et qui n'est pas censé se pencher sur la méthodologie. Donc, comme que je pense que si ce n'est pas correct méthodologiquement, ce n'est pas éthique, donc je renvoie des trucs à l'agence. Mais c'est mal foutu, ça. Là, il y a un problème. C'est très bizarre comme système. Et pourtant, il doit y avoir un méthodologiste dans chaque CPP. Donc, le méthodologiste qui est dans le CPP, il n'est pas censé avoir eu des idées sur la méthodologie. Ça Depuis les lois de 88 d'Urier-Seruscla, cette question, elle a varié au cours du temps. Oui. Ce que dit Catherine est vrai aujourd'hui, mais au cours du temps, ça a varié. Oui. Qui fait quoi dans tout ça Ça va peut-être revenir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a les Helsinki ou les règles du jeu sont en évolution relativement constante. Oui. Donc, il peut toujours y avoir des nouvelles règles. Et en particulier, à la suite d'un accident, on n'a pas parlé de ça dans les essais, mais il y a les essais précoces, les premières administrations à l'homme. Je suis désolée, je ne sais rien sur l'animal, pas grand-chose. Les premières administrations à l'homme, il y a eu un accident à Londres. On essayait à nouveau... On administrait pour la première fois à des volontaires sains, des jeunes hommes volontaires qui étaient là pour gagner un peu de sous, un médicament dont je n'ai jamais su autre chose que le nom et j'ai oublié TNG et un numéro. Et on les a traités tous les 6. Je crois qu'il y en avait un qui avait du placebo et les 5 les produits actifs. Et on leur a injecté le produit, c'était une injection en même temps. Et quand on était en train d'injecter le 5e, le premier a commencé à aller très très mal et ils sont tous partis en réanimation et aucun n'est mort, mais il y en a quand même un qui a perdu tous ses doigts de main et tous ses doigts de pied. Donc pour un jeune apprenti plombier, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc à la suite de cet essai, on a vraiment mal tiré les leçons, à mon sens, et au moment où à Rennes, il y a eu un nouvel essai, première administration chez l'homme d'un médicament, c'était pas la première administration parce que c'était un essai dans lequel on a d'abord donné une dose et ensuite on a donné une dose plus forte à 8 personnes et ensuite une dose encore plus forte. Et je crois qu'à la 3e échelle de dose, il y a un type qui a été hospitalisé le dimanche soir et qui était quasi mourant le lundi matin. Et le lundi matin, ils ont injecté, c'était un essai en plusieurs doses tous les jours et ils ont administré une dose supplémentaire aux autres, 4 ou 5 autres, je ne sais plus, 4 peut-être, sans précaution. Et donc, c'est catastrophique. Ce truc n'est toujours pas jugé. Et en fait, si on regarde les conclusions qui ont été tirées de l'accident de Londres, les conclusions ont été, à mon sens, vraiment tirées de façon très imprudente parce qu'on a dit, au lieu de dire il ne faut pas administrer pour les premières administrations chez l'homme, il faut faire 1, puis attendre le résultat, puis ensuite le 2e, et ensuite le 3e. Et ils ont dit, si vous êtes inquiet, faites pas tout en même temps. Et peut-être faites-en toujours un d'abord et ensuite les autres. Mais c'est quand même très imprudent. L'accident de Rennes n'aurait pas dû se passer si on avait tiré de l'accident de Londres les conclusions d'une façon plus rigoureuse. Évidemment, c'est pour des raisons économiques, parce que c'est pas cher d'injecter tout le monde à la fois, etc. Mais quand même, on ne fait pas tellement d'essais de phase 1 et on devrait les faire avec la prudence
la plus extrême. Ce sont des gens jeunes, volontaires sains, et en avoir tué un, c'est vraiment pas bien du tout, surtout c'était vraiment parce qu'on avait mal tiré la leçon de l'expérience de Londres. Hervé, tu voulais ajouter quelque chose sur la partie sur le coup les Je parlais de l'animal, mais tu veux parler avant? Oui, non, je voulais dire aussi, rassurer un petit peu, parce que Oui, alors tout le monde ne meurt pas lors des essais cliniques, mais bon. on parle des problèmes et quand ça se passe mal. L'essai de phase 1, c'est la première fois qu'on injecte des médicaments chez des personnes, donc c'est sur des nombres très restreints de personnes. Et si on vous propose de participer à un essai dans un hôpital, ce sera probablement plutôt ce qu'on appelle essai de phase 3, c'est-à-dire que quand on teste l'efficacité du traitement chez des personnes, souvent chez des malades, là, on a déjà fait plein de tests avant, et les risques quand même de participer à des essais sont quand même relativement faibles, heureusement, même s'il y a clairement encore des leçons à prendre et des choses à améliorer, en particulier vos essais de phase 1, mais qui concernent vraiment en termes d'effectifs dans les essais, c'est très peu de gens. Brièvement, on ne va pas rentrer dans les détails de l'animal. Si l'homme a commencé dans les années 70-80 à avoir des règles éthiques de tout ça, l'animal, ça a été retardé. C'est à partir des années 2000, États-Unis d'abord, et jusqu'à maintenant que toutes les règles éthiques pour l'animal ont été mises en place. Et aujourd'hui, pour l'animal, on est presque proche de l'humain, sauf pour le consentement éclairé. Puis on les sacrifie quand même encore, les animaux. Oui, on n'est pas censé sacrifier les cobayes humains. On rappelle, on appelle ça un accident et ça ne fait pas partie du protocole. Voilà, je pense que c'est très important de le dire. Du coup, quand on voit ces accidents-là, on peut effectivement se poser la question, très bien, bon, ces protocoles existent, ces cadres existent, mais comment est-ce qu'on fait mieux? Comment est-ce qu'on fait en sorte que notre recherche, effectivement, elle soit plus sûre, elle soit peut-être plus éthique et puis elle soit quand même plus probante? J'avais noté lorsqu'on avait préparé cette table ronde que parfois il y avait certains blocages lorsqu'on voulait étudier certaines choses, qu'on avait du mal, mais on ne savait pas très bien si ça faisait aussi amener du côté des institutions ou des patients. Et on avait parlé de cet exemple du syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est une maladie qui est quand même très grave, qui a un impact terrible sur les enfants qui naissent avec ça, mais sur lesquels on a très très peu de données parce qu'on n'arrive pas à proposer un protocole qui soit éthique pour étudier ça et qui soit accepté surtout. Alors, où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est les chercheurs? Est-ce que c'est les patients? Qu'est-ce qui coince dans le fait d'arriver à faire ça? Moi, j'étudie les effets de la consommation d'alcool sur la population française. On boit beaucoup trop dans ce pays, donc ça a des conséquences pas bonnes. Et une des conséquences, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Quand les femmes enceintes boivent pendant la grossesse, les enfants naissent avec un faciès particulier, souvent, et ensuite, ils ont des troubles neurodéveloppementaux. Comme je ne suis pas médecin, je vous l'ai fait un peu rustique. Et quand j'ai voulu savoir quelle était la fréquence de ça, c'était des réunions avec les représentants de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et de la Direction générale de la santé, du ministère de la Santé. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas combien il y a d'enfants naissent chaque année avec un syndrome d'alcoolisation fœtale? Et j'avais proposé un protocole d'estimation d'une simplicité biblique qui consistait à photographier tous les bébés qui naissaient à quelques jours de l'année tirés au sort pour voir s'ils avaient un faciès particulier. On m'a dit, oh, mais non, on ne peut pas diagnostiquer, c'est pas fiable, patati, etc. Enfin bref, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et je me suis rendu compte qu'au fond, le blocage était psychologique. Les accoucheurs, les sages-femmes et les femmes elles-mêmes, personne n'a envie d'énoncer ce diagnostic. D'ailleurs, je me suis rendu compte, comme je travaillais avec les victimes de la dépakine, donc la dépakine, c'est un traitement, entre autres, de l'épilepsie et des troubles bipolaires qui, donné aux femmes pendant la grossesse, donne aussi des enfants qui ont un faciès particulier qui s'appelle l'embryophétopathie au valproate. La molécule de la dépakine, c'est le valproate de sodium, et qui ont aussi des troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est un peu pareil. Et en discutant avec ces familles, à travers l'association de Marine Martin que j'aide, je me suis rendu compte que, en fait, quelquefois, les familles se sont aperçues que dans le dossier d'accouchement, il y a écrit embryophétopathie au valproate, mais qu'on ne leur a pas dit.
on a diagnostiqué quelque chose qui était potentiellement grave à l'enfant, puisqu'on parle de troubles du neurodéveloppement, et on ne l'a pas dit aux familles. Eh ben non. On l'a pas dit parce qu'il y a un problème. C'est enregistré? C'est enregistré, c'est diffusé. Eh ben, je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait vérifier auprès de Marie-Martin, mais qui devait venir aujourd'hui, mais qui a des problèmes avec sa famille et qui n'est pas venue. Mais en tout cas, visiblement, il y a une espèce d'omerta sur ce problème parce que c'est trop lourd. Et c'est vrai que c'est terrible de dire à une jeune femme qui vient d'accoucher que son bébé a un problème qui est lié à sa consommation d'alcool. Et donc, je pense que tout le système fait autruche, là, complètement. Et si on savait, au moins, on pourrait faire des campagnes et dire aux femmes, arrêtez de boire. C'est juste très important. Oui, Donc, mais c'est pas pour que- juger les gens. Je pense que les gens aussi ont un peu peur de ça. C'est quand on cherche à connaître des choses sur eux, on ne les juge pas. On cherche à connaître des choses de manière générale à l'échelle d'une population. On ne les juge pas en tant qu'individu. Mais peut-être qu'on peut aussi les aider. Et en tout cas, on peut les aider à commencer pendant la grossesse d'après, et à éviter de boire. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous avez regardé déjà l'avertissement qu'il y a sur les bouteilles. Il n'y en a plus, mais en fait, il y a une femme enceinte. Le dessin à peu près de la taille d'une lentille, c'est tout petit. Il y a une femme enceinte barrée sur toutes les bouteilles de boissons alcoolisées, de vin et de tous les alcools possibles. Ça, C'est vrai, ça? oui, c'est tout petit et c'est écrit. Mais ça, on a toujours du succès dans les dîners en montrant ce que c'est. En général, c'est écrit en doré sur fond jaune ou en argenté sur fond blanc, donc ça ne vient pas du tout. Et je crois maintenant que ça a même peut-être disparu. Bon, enfin, c'est juste catastrophique. Du coup, je rebondis sur cette question du fait que c'était dans des dossiers et que des gens l'ont su beaucoup plus tard. Luc, toi, tu as beaucoup travaillé avec les données des patients. Donc, la question, elle est un peu double là-dessus. Comment est-ce que les patients peuvent savoir quelles données existent sur eux, comment ils peuvent éventuellement y avoir accès? Et puis, ces données-là, qui y a accès et qu'est-ce qu'on fait avec? Tu parlais de récupérer parfois les données tierces de l'assurance maladie. Qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? Oui, alors sur les données, il y a plusieurs aspects. Comme je disais, il y a les données qu'on a collectées, on le sait parce qu'on a signé un consentement. On a signé un consentement. Alors là, ça peut poser un problème d'ailleurs de partage des données parce qu'à plusieurs reprises, on a dit, je fais partie des épidémiologistes qui ont du mal à partager, qui soi-disant ont des prétextes pour pas partager leurs données, mais quand on essaie de les partager, c'est très compliqué. On doit rentrer dans le bureau du juriste, on ne sait pas quand on en sort. Bon, on y arrive, mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, donc c'est le problème de partage de données. Et puis après, l'autre aspect, quand on utilise vos données, et là, vous avez le droit de vous opposer, par exemple, les données de l'assurance maladie. Et comme je disais, l'accès est réglementé parce que c'est des données qui sont anonymisées, mais théoriquement, si on a suffisamment d'informations sur vous, c'est très théorique, on peut réidentifier. Hein, mais il y a des détectives privés j'ai vu ça, qui s'amusent sur Internet à réidentifier les gens, à retrouver les adresses, etc. sur des données qui sont open source. Voilà, il ne faut pas que ces personnes-là aient accès à ces données. Donc, c'est extrêmement réglementé avec un accès restreint aux chercheurs, aux institutions. Et ce que j'avais remarqué aussi, c'est que la plupart des gens ne sont pas au courant et ne s'opposent pas. Et ils ont bien raison parce qu'on fait des choses qui sont très utiles, hein, comme l'a dit Catherine, et il n'y a pas de danger à laisser leurs données. Mais par contre, ce que j'avais vu, un sondage, c'est que, un sondage un peu ancien, alors je ne sais pas ce que vous sondage, mais qui disait qu'il y avait 83% de gens qui étaient favorables qu'on réutilise leurs données à des fins de recherche. Où sont les 17 autres pourcents? Et aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui s'opposent. Et je pense que c'est important d'informer à la fois sur l'utilité de ces données et sur les protections qui sont faites par rapport à ces données, pour que le jour où les gens s'aperçoivent, parce qu'ils sont censés être au courant, en fait on est censé les informer, mais bon, dans toutes les informations qu'on donne à l'hôpital, vous avez une petite feuille qui vous dit qu'on va utiliser vos données. Enfin, les gens oublient, ils ne savent pas. Les gens, il ne faut pas que ça tombe au teint de main de complotistes et que ces 17%-là, à un moment donné, quand ils s'en aperçoivent, pensent qu'il y a des soucis. Donc il faut informer sur ces données-là. Oui, attention, on parle biomédecine. Hein, parce qu'il y a des domaines hors médecine, de la physique, des computers ou tout, où le partage des données n'est pas vu comme ça, et plutôt facilité. Et enfin, il y a des problèmes de compatibilité et tout, mais Oui. donc attention.
ou les Pas toute la science. ou les données environnementales, les données de météo, les données de pollution, voilà. tout ça est en open access, Ouais. mais il n'y a pas de... Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on va rappeler, c'est que la notion d'éthique, elle est aussi différente selon les disciplines et que ce qui est très éthique dans une discipline, en biomédecine, d'avoir quelque chose de très fermé aux données pour protéger les patients, bah, c'est l'inverse de ce qui est peut-être éthique dans d'autres disciplines. Au contraire, on partage au maximum, on essaye de favoriser l'open access le plus possible et que c'est effectivement quelque chose d'intéressant lorsque parfois ces disciplines doivent travailler entre elles et qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes. Je pensais à quelque chose aussi, puisqu'on parle de l'intérêt du coup de ces données-là et de ce qu'on en fait, des chercheurs et des institutions. On parlait aussi du fait que les données probantes étaient parfois nécessaires à la prise de décision. Il y a quelqu'un qui a ajouté tout à l'heure le consentement libre et éclairé. La prise de décision éclairée aussi, elle doit se faire sur des données. À quel point est-ce qu'aujourd'hui, les données probantes, c'est central dans la prise de décision à la fois individuelle et puis plus générale? On a beaucoup vu ça dans la crise Covid, que les gouvernements étaient censés écouter la science et les données. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, on va le dire comme ça, voilà. Quelle place ça a aujourd'hui? Et puis, est-ce que c'est ça le but des données probantes, de pouvoir avoir les décisions les plus éclairées possibles? Quand même, oui, par exemple, on veut traiter les patients avec les traitements qui sont actuellement considérés comme les plus efficaces pour la maladie dont il s'agit. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Oui, mais au niveau individuel, un patient, il a ses croyances qu'il met en balance avec les données probantes. Et souvent, dans certains cas, les croyances ont plus de place que les données probantes. Parce que si on n'était que sur les données probantes, à la limite, ce serait facile. Monsieur Archie Cochrane, qui a créé une collaboration, qui n'a pas créé, qui a laissé son nom, après la guerre, il se baladait avec une pancarte dans Londres, il le raconte, tout ce qui est prouvé devrait être gratuit. Sous-entendu, on ne va pas payer grand-chose. Donc, si vous voulez, il y a des tas de domaines où la décision individuelle, et on va devenir par les collectives, où il n'y a pas de données probantes. Et alors là, est-ce que c'est des croyantes ou pas? Alors, je suis d'accord avec toi, les données probantes doivent être considérées en premier et il n'y a pas de discussion. Mais il y a le niveau individuel et puis ensuite, il y a le niveau collectif et du décideur au sens général. Et le rapport dont je parlais tout à l'heure a montré, et on ne va pas rentrer dans les détails, que la crise Covid a montré que les décideurs n'étaient pas toujours drivés par les données probantes. Mais je ne les accuse pas parce que moi, j'ai vécu la mise en place de certains dépistages de cancer, sans donner les détails. Les rapports sous le coude du ministre étaient « il ne faut pas mettre en place un dépistage », mais politiquement parlant, je ne le vois pas prendre une décision pour dire « on arrête de dépister, il n'est plus ministre ». Oui, alors, aussi, ce qui est important sur les données probantes, c'est d'être pluridisciplinaire et de prendre tous les aspects. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, on va apporter des données probantes en santé. Par exemple, je vais prendre, on va dire, par exemple, la pollution atmosphérique, ça va augmenter le risque de pathologie, la mortalité dans une certaine proportion. Mais par exemple, si on prend la décision de faire une ZFE, une zone de faible émission en centre-ville, effectivement, sur la santé, ça va avoir un impact positif, mais il faut regarder quel va être l'impact économique, quel va être l'impact écologique du renouvellement des véhicules, quelle est l'acceptation sociale de cette mesure. Je ne donne pas d'avis, je n'ai pas d'avis sur cette mesure, mais c'est pour donner simplement un exemple de dire qu'il faut prendre des données probantes sur tous les aspects. Et c'est vrai que souvent, il y a un risque que on a mis en évidence, par exemple, un facteur environnemental, et du coup, en plus, pour des raisons médiatiques, ce facteur environnemental, on en parle plus qu'un autre. Et du coup, on va mettre des moyens très forts sur ce facteur environnemental, mais peut-être que il y aura des conséquences collatérales qui seront pires que que le bénéfice qu'on aura tiré de ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment important de prendre les données probantes sur tous les aspects. Mais je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va avoir le temps de prendre un peu les questions. Maintenant, on va avoir 1 minute pour les questions. Alors, je vais voir si on peut... Allez, Guillaume, tu vas faire ça. Alors, il y avait une question.
Ce sont les Toulousains locaux qui nous rendent service, puisque Anne est de Toulouse tout à l'heure. Et on les Et remercie. Guillaume est de Toulouse aussi, donc on les remercie. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Vous disiez 75% des recherches ne sont pas publiées. Et je me demandais si on a la raison du fait qu'elles ne sont pas publiées. Est-ce que c'est les chercheurs qui choisissent de ne pas publier ou est-ce que c'est le processus de publication? Du coup, j'étais Alors, en référence. oui, attention là-dessus. Là, j'ai cité de la base Transparimed sur l'assistance publique de Paris et je pourrais vous donner la source du chiffre que j'ai donné. On est plus en moyenne sur l'Europe à 50%, autre chose comme ça. Je parle essentiellement du domaine médicamenteux. Les recommandations de l'OMS, des agences, disent que les résultats devraient être non pas publiés, mais diffusés 1 an après la dernière visite du dernier patient. Je dis bien diffusés, hein. Ça peut être mis sur un site ou pas, je ne dis pas publié. Alors la publication a un temps 3 ans, 4 ans, 5 ans pour arriver à 80%, 75% dans des domaines de vaccins. Alors pourquoi c'est ce que j'ai un peu dit aussi tout à l'heure. Premièrement, les résultats n'ont pas plu aux chercheurs eux-mêmes. Ils voulaient montrer autre chose, donc ils se posent la question. J'écris même pas le manuscrit. Deuxièmement, et ça a été montré par des sociologues américains, il y a des données là-dessus. Hein. Deuxième chose, on écrit le manuscrit, mais entre auteurs, on commence à se bagarrer, hein, parce qu'on n'est pas tous d'accord qu'il faut le dire. Donc ça fait de la bagarre et on perd du temps. Hein. Troisième, je ne l'ai plus en tête, et quatrième, c'est le sponsor s'oppose. Le sponsor s'oppose à publier des résultats qui ne lui conviennent pas. Il y a des données là-dessus. Hein. L'étude n'a jamais été vraiment terminée. Ah oui, il y a aussi ça. Hein. Mais on devrait, étude arrêtée, on devrait au minimum diffuser, je ne dis pas publier. Quelqu'un d'autre a publié à grand fracas la même chose avec un résultat plus sexy. Donc, ça ne va plus être publiable dans une très bonne revue. Donc, ça ne vaut pas le coup d'écrire le truc. Voilà. Il y a beaucoup. En France, il y a quelques essais Covid de haute qualité qui n'ont jamais été publiés, bien qu'ils aient été terminés et qu'on ait les données. Parce que les résultats ne faisaient que conforter. Ne faisaient que confirmer. Confirmer une autre étude, mais ils auraient pu au moins les mettre en ligne ou je ne sais pas quoi. Les rendre disponibles. Bonjour, merci pour cette intervention. Je suis médecin psychiatre, il m'arrive d'encadrer des travaux de recherche ou des thèses de médecine. Et à propos du CPP, ma question s'adressera peut-être plus à Catherine Hill. Quand on fait des études qualitatives, c'est souvent très compliqué. Et j'ai l'impression, moi, que les études qualitatives sont parfois dénigrées, malheureusement, alors qu'on peut être méthodologiquement clean et ça peut être des données et des recherches très probantes. Et est-ce que les CPP sont adaptés finalement à ces questions de recherche qualitative? Souvent, on soumet des questionnaires et on traite nos demandes comme si c'était de la recherche biomédicale, alors que ce n'est pas du tout le même paradigme. Ça doit dépendre des CVP. C'est question... Parce que dans les CVP, il y a aussi les représentants des usagers, il y a des gens qui viennent du monde juridique. Donc, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est le mélange des gens. Donc, si c'est je sais pas, dans mon CVP qui est vraiment très sympa, si c'est un truc qui nous paraît raisonnable et utile... Moi, je ne parle pas de CPP, mais je parle de comités qui examinent ces études. Et j'ai vécu dans beaucoup de comités de rédaction de journaux scientifiques. Ils sont pollués par des gens qui ont que le petit P dans la tête. Hein? Et je ne sais pas pour les comités d'éthique. Hein? Et étant pollués par ce problème de chercher un petit P, quand ils voient ces espèces de trucs où des mecs vous disent « j'ai interrogé 12 personnes », l'idée, sans savoir, on ne peut rien en tirer. Je ne sais pas si les comités d'éthique sont pareils. Non, en tout cas, mon CVP n'est pas comme ça. Et je pense que c'est une erreur d'être comme ça. J'ai fait partie pendant quelques années du conseil scientifique de l'agence qui s'appelait l'AFSAPS à l'époque. C'est comme ça que j'ai rencontré le Mediator. Et justement, j'étais la seule méthodologiste à peu près de ce conseil scientifique. Et ça m'est arrivé souvent de dire que des études qualitatives comme ça, il se posait beaucoup de problèmes avec des problèmes de détournement d'ordonnances par les toxicomanes. Et les psychiatres qui prennent en charge ces toxicomanes voulaient faire des études comme ça en interrogeant ces gens, ces toxicomanes. Et les autres membres du conseil scientifique qui sont très recherche clinique hard se tournaient vers moi en pensant que j'allais dire
que c'était pas bien parce que c'était pas petit p inférieur à 0,05, méthode non machin. Et moi, je disais, la question est intéressante, l'étude est raisonnable, on ne peut pas faire un échantillon représentatif de toxicomanes qui vont répondre gentiment aux personnes qui vont les interroger. Ils vont interroger les gens qui voudront bien leur répondre, mais on apprendra quelque chose. Et donc, ils me regardaient tous et ils étaient toujours très, très étonnés que je ne leur dise pas que c'était nul parce que c'était un peu inhabituel. Donc, ça dépend de la question. Et donc, dans les CPP, il doit y avoir des gens, ça dépend un peu sur qui on tombe. Et le CPP est tiré au sort. Vous ne pouvez pas choisir. J'ai l'impression que les enquêtes qualitatives, en tout cas dans mon environnement proche, les enquêtes qualitatives ont plutôt bonne presse et de plus en plus, on fait souvent les enquêtes quantitatives et qualitatives en même temps. Alors pour expliquer au grand public, en fait, le quantitatif, c'est-à-dire qu'on va poser un questionnaire et puis on va avoir des résultats en pourcentage et en moyenne, et puis qualitative, on va poser des questions ouvertes aux gens et puis on va synthétiser ce qu'ils disent sur les questions ouvertes. Alors, je vais peut-être venir sur une anecdote sur les enquêtes quantitatives. Alors, moi, qualitatives, alors, j'en pratique pas, mais je suis convaincu de l'utilité parce que mon premier travail d'interne, c'était une interne qui faisait une thèse de médecine, enfin, un de mes premiers internes, et j'avais fait des analyses quantitatives sur un questionnaire qu'elle avait fait auprès de parents d'enfants handicapés. Et je ne sortais pas grand-chose. Ce que je sortais de mes analyses n'était pas très pertinent. Par contre, quand j'interrogeais l'interne qui avait vu les parents, qui avait discuté avec eux, il y avait énormément d'informations extrêmement pertinentes qui sortaient. Et alors, malheureusement, ce n'était pas fait à l'époque avec la rigueur parce qu'il y a des protocoles aussi, rigoureux. Par exemple, enquête qualitative, c'était fait de manière... Ce n'est pas une enquête qualitative avec la rigueur que ça devait avoir, mais ça apporte énormément d'informations. Okay. Bonjour. Alors, merci déjà. On a beaucoup parlé ce soir de données de recherche qui vont être, par exemple, pour les médicaments pré-mis sur le marché. Qu'est-ce qu'il en est des données de traitement générées post-mis sur le marché, par exemple, pour un médicament? Est-ce qu'il y a des problématiques aussi éthiques autour de ça? Quelles sont les informations générées? Qui les traite? Comment elles sont traitées? Il y a énormément d'études qui sont faites après la mise sur le marché du médicament. Notamment dans mon secteur, en cancérologie, on met les médicaments assez tôt sur le marché. Dès qu'on a montré que ça réduisait une tumeur pour laquelle on n'a pas beaucoup de traitement, on passe vite à l'utilisation. Et donc, bien sûr, on continue à faire des études et à faire des observations et à évaluer les résultats. Donc ça n'arrête pas. Et puis, il y a toutes les études sur les effets indésirables des médicaments. Ce n'est pas tout les guérir de leur cancer, mais si le traitement ensuite augmente le risque, il y a des chimiothérapies qui augmentent le risque de leucémie, on le sait, on s'en sert quand même parce qu'il vaut mieux survivre 20 ans à Hodgkin, et ce qui peut induire à une augmentation du risque de leucémie 20 ans après, que de ne pas traiter par ces chimiothérapies efficaces la maladie de Hodgkin. Donc, on fait toutes ces études, oui. C'est pas du tout la fin. La mise sur le marché n'est pas du tout la fin de l'histoire du médicament, en aucune manière. Luc, peut-être sur le traitement plus spécifique de ces données, comme tu disais, qui plus précisément a accès sur ces choses-là et qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça fait partie d'une des utilités d'utiliser les bases du SNDS et d'utiliser les bases de la sécurité sociale. On a des données qui vont être sur tous les habitants. Donc, on peut avoir, là où dans un essai randomisé, on va pouvoir observer des effets indésirables sur un échantillon de quelques centaines de personnes pour un effet indésirable très rare, là, on va pouvoir l'étudier. Éventuellement, on va avoir des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes qui vont être traitées. On va pouvoir retrouver dans ces bases de données éventuellement un effet indésirable qui est rare. Donc, et c'est des choses maintenant, grâce à ces bases de données qui sont disponibles. Alors, c'est pas si vieux que ça en France, qui sont exploités pour rechercher tous ces effets indésirables. Et il y a des cadres méthodologiques et éthiques comme les autres. Mais en gros, ça date du Mediator. Maintenant, on a accès. Il faut bien que vous compreniez que
ces informations qui sont dans ce système national des données de santé, elles sont pas du tout nominatives, elles sont anonymes. En plus, c'est des données qui sont extraordinairement riches et extraordinairement complexes. Vous avez les données de tous les remboursements, de tous les médicaments qui sont prescrits en France. Ça, c'est une chose très importante parce que ça permet d'étudier la sécurité des médicaments qui sont prescrits, mais ça ne permet pas d'étudier la sécurité des médicaments qui ne sont pas sur prescription, que vous pouvez acheter comme ça. Ça, c'est un peu un des problèmes. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a eu un médicament, j'ai oublié lequel c'était. Comme on avait des inquiétudes sur les dangers, on a décidé il allait être sur prescription seulement pour pouvoir étudier les risques. Et j'ai une sœur qui est généraliste et elle m'a dit, vous exagérez vraiment, ce système exagère, parce que si c'est dangereux, pourquoi diable est-ce qu'on le rend prescriptible pour en étudier les dangers? Ça veut dire que moi, je suis maintenant responsable. Je veux dire, elle était très fâchée, elle avait raison, c'est pas logique. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce système national des données de santé contient toutes les données de remboursement, toutes les données d'hospitalisation. Donc, c'est ça qui permet de faire l'étude de l'androcure et des méningiome. Ces données, il ne faut pas que vous ayez peur que la confidentialité des informations vous concerne. On s'en fiche complètement. C'est dans une espèce de boîte noire. C'est horriblement difficile de s'en servir. Il faut une formation, je ne sais pas si ça prend 6 mois pour commencer à s'en dépatouiller. À Gustave aussi, ils ont investi. Il y a un jeune homme, c'est son boulot. Quand on a besoin de s'en servir, on lui demande, il sait le faire. Parce que sans ça, c'est horriblement compliqué. Si vous voulez sortir les gens qui ont pris de l'androcure, il faut connaître tous les codes de médicaments qui pourraient contenir cette molécule d'acétate de cyprotérone. Croisé avec les méningiomes, il faut connaître tous les codes de chirurgie du méningiome possible. C'est très, très, très complexe. Donc, c'est vraiment ça reste extrêmement difficile, mais c'est très, très précieux, très utile pour la sécurité. On a juste, je vais te couper, on a le temps pour une toute dernière question, parce que là, il va falloir qu'on finisse. Donc, très brève, et je vous demanderai aussi d'être bref dans votre réponse, peu importe qui l'appelle. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions passionnantes sur le volet médecine. Ma question est un peu plus large justement que la médecine. Donc, je suis enseignant-chercheur en sciences sociales, en médecine, sciences de gestion. Et donc, sur les questions d'éthique, les questions qu'on se pose en ce moment avec les collègues, c'est celle de l'intelligence artificielle. Et je voulais un peu avoir vos réflexions. Quels sont aujourd'hui les sujets, peut-être en médecine, dans d'autres domaines que vous faites sur cette question, que ce soit sur l'utilisation de l'IA, sur des points méthodologiques, ou même, nous, ce à quoi on est confrontés, c'est la création de données avec l'IA, notamment les entretiens qualitatifs qu'on fait énormément, ou même les enquêtes quantitatives. Quelles sont un peu les réflexions que vous avez entendues, que vous faites sur ce sujet-là? Merci. Encore une fois, pardon, mais très bref. Comment dire très très bref, parce que je travaille là-dessus sur le problème des journaux. Vous êtes dans une situation, et c'est pareil pour un journal qui veut faire du peer review d'un article, d'alimenter ces systèmes par des données confidentielles ou pas, notamment dans les peer review, et ça pose un vrai problème de savoir est-ce qu'on alimente ces systèmes avec des données non confidentielles ou ceci ou cela. On pourra en parler en aparté si vous voulez. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir été là pour ceci.